Bienvenue pour cette troisième et dernière table ronde intitulée « Continuer à interroger le lieu, ce que Rivesaltes nous apprend encore ». Réunis autour de Laurent Joly, le président du conseil scientifique du Mémorial, Alexandre Doulu, historien et membre du conseil d'administration du Mémorial, et 3 membres de notre conseil scientifique, Raphaël Branche, Fatima Besnassi-Lankou et Alphonse Aragoneses. Cette table ronde est modérée par Céline Salaponce, directrice du Mémorial. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette troisième table ronde. Continuez à interroger le lieu, ce que Rivesaltes nous apprend encore. Alors un titre simple, mais essentiel, car l'histoire s'écrit sans cesse, à la lumière des recherches, des archives, des regards croisés. Alors autour de Laurent Joly, que je salue, président du conseil scientifique du Mémorial du camp de Rivesaltes, nous aurons le plaisir d'entendre Alexandre Doulu, Fatima Besnassi-Lankou, Raphaël Branche et Alphonse Aragoneses. Pour illustrer cette idée forte, une recherche en action au service d'une histoire en mouvement. Alors, vous toutes et tous, quels sont aujourd'hui les éléments factuels à prendre en compte pour concevoir une nouvelle exposition permanente en 2025 pour ce mémorial? Monsieur Alphonse Aragoneses, spécialiste de la mémoire démocratique espagnole. Merci Céline, merci Madame la Directrice, bonsoir à tous et à toutes. Tu disais dans ton discours d'ouverture que la mémoire ne peut pas être une relique, elle doit être vivante, et la même chose peut être dite de l'historiographie. Elle ne peut pas être une science antiquaire, elle doit être vivante, critique et en mouvement. Et heureusement, dans les 10 dernières années, l'historiographie sur la guerre d'Espagne, l'exil, la retirade, a évolué considérablement. Il y a eu de jeunes chercheurs et de chercheurs pas si jeunes qui ont fouillé les archives en Espagne, en France, les archives départementales des Pyrénées-Orientales, mais aussi les archives, les documents qui ont été déposés ici au Mémorial et qui ont apporté des nouvelles données, des nouvelles informations, mais aussi un nouveau regard, des nouveaux regards en pluriel. S'il y a 15 ans, 20 ans, la littérature scientifique sur l'exil se concentrait sur les artistes, les politiciens, maintenant, la nouvelle recherche apporte un regard plus pluriel, polyédrique, et se concentre sur les réfugiés anonymes, les femmes et les enfants. Et c'est pour ça, pour répondre à la question, que je pense que le nouveau parcours doit intégrer ces avancées de l'historiographie sur la retirada, l'exil et la guerre d'Espagne. En premier lieu, je crois que c'est très important de parler du camp, et du camp comme objet, comme concept, du camp de concentration et du camp en général, et de la construction juridique du camp. Et c'est important aussi de parler de la notion historique, politique et aussi juridique de l'indésirable. Ça, c'est très important parce que c'est au cœur du mémorial de Rivesaltes. Bien sûr, c'est très important aussi de parler de la retirada, du contexte historique de la retirada de la guerre d'Espagne, qui est un événement espagnol, mais aussi européen, parce que ce qui s'est passé ici en 1939 a affecté bien sûr les territoires d'un côté et de l'autre de la frontière, mais aussi affecte l'Europe dans son ensemble. Et heureusement, comme je disais avant, il y a eu des avancées très importantes, de travaux historiographiques menés par de jeunes chercheurs, mais aussi par de chercheurs comme Geneviève Dreyfus-Armand, qui a été pionnière dans l'étude de cet épisode, mais qui continue à nous éclairer et à nous découvrir des détails de cet épisode. Il est très important aussi d'expliquer la construction du camp par des travailleurs qui ont construit le camp ici dans les années juste après la guerre d'Espagne. Et je pense aussi qu'on doit parler des internés dans le camp, et en particulier des femmes et des enfants. Comme j'expliquais, ces dernières années, des nouvelles recherches ont été publiées qui mettent l'accent sur ces groupes. Et il y a 1 ou 2 semaines, le Mémorial accueillait un colloque international sur ces sujets, femmes et enfants dans le camp. Mais il est aussi important de montrer les mécanismes de contrôle, de surveillance et de punitions auxquelles étaient soumis les internes, les hommes, mais aussi
les femmes. Et dans ces camps, je crois qu'il y a eu des recherches nouvelles très importantes, par exemple celle de Grégory Tuban, que vous connaissez tous et toutes. Et finalement, je crois que c'est important de montrer les réseaux de solidarité, les actions individuelles de solidarité, mais aussi les actions collectives et les actions menées par des organisations comme la Croix-Rouge, les Secours Suisses et aussi le Spanish Refugee Aid qui a été cherché par Gemma Cavalier, qui va présenter sa thèse de doctorat très prochainement. Je crois que ce sont les sujets les plus importants. Bien sûr, il y en a d'autres. Par exemple, l'intégration des anciens internés, l'art des internés. Mais je crois que ce sont les points les plus importants. Je voudrais ajouter une petite réflexion personnelle comme chercheur, mais aussi comme chercheur du Sud, catalan du Sud, espagnol. Il y a 15 ans, le mémorial de Rivesaltes était très mal connu en Espagne par les chercheurs et par les citoyens en général. Nous étions très peu nombreux à venir ici visiter d'abord le lieu et après le mémorial et à croire au potentiel de ce lieu et de ces mémorials. Aujourd'hui, je crois que le mémorial du camp de Rivesaltes, c'est un lieu référentiel pour la mémoire démocratique en Espagne, pas seulement parce qu'il a été déclaré, comme l'évoquait M. Péchanski il y a quelques minutes, un lieu de mémoire démocratique, mais aussi par le travail de recherche et de mémoire qui est développé par les personnels du mémorial du camp de Rivesaltes. Et je crois que je ne me trompe pas si je dis que dans la période qui s'ouvre maintenant, dans les 10 prochaines années, le mémorial sera encore plus important et encore plus référentiel pour la mémoire démocratique en Espagne. Alexandre Duluth, qu'en est-il pour les Juifs, ici, mais également pour les nomades ? Alors, moi, je connais bien les internés de Rivesaltes. Je ne suis pas spécialiste du camp de Rivesaltes. Je connais le camp juste par le prisme des victimes, en fait. Alors, pour cette période de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, mais c'était déjà vrai finalement lorsque l'ancienne exposition a été créée, tout le monde s'est demandé, et encore aujourd'hui, on se le demande tous, quel est le point commun entre toutes ces catégories de population, que ce soit les Juifs, les nomades, les Espagnols ou les autres, pourquoi ils se retrouvent dans ce camp au début de l'année 41. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a vraiment interrogé. Et je sais qu'on n'a pas encore toutes les réponses. Et lorsque j'ai été appelé ici par Marianne Petit et par vous-même ensuite, ce qui m'a vraiment passionné, c'est de savoir d'où viennent géographiquement toutes ces personnes et quels sont leurs points communs. Donc, et les points communs, en fait, il y en a deux, finalement, quand on essaie de les comparer. Ce sont des réfugiés. Donc, c'est vraiment un des maîtres mots à ne pas rater. Ce ne sont pas que des étrangers, puisque les nomades, justement, ne sont pas des étrangers. Ce sont les Français dans un camp pour étrangers. Donc là, il y a un problème. Donc toutes ces personnes sont des réfugiés de guerre, on va dire, pour caricaturer, y compris les Juifs à l'époque, au début. Et l'autre aspect, ce sont des pauvres gens. En fait, ce qui fait l'arrivée de ces personnes dans le camp de Agde, Argelès, puis Rivesaltes en janvier 41, mais ce sont ces deux aspects-là. Des personnes qui sont des réfugiés, qui n'ont pas d'argent et que le gouvernement de Pétain considère comme une charge, ne peut pas rapatrier en zone occupée ou en Belgique ou en Alsace pour tout un tas de raisons, ou ne veut pas, mais c'est plutôt ne peut pas. Les Espagnols, par exemple, dans l'idéal, il aurait aimé, mes collègues en parleront mieux, mais il aurait aimé les rapatrier de force, ça s'est fait qu'en partie. Les Juifs, c'est pareil. Donc en fait, la solution, c'est d'interner ces personnes dans un camp familial, et donc ça finira par être le camp de Rivesaltes. Alors quand vous posez votre question sur qu'est-ce qu'il est bon de savoir aujourd'hui finalement avant de s'embarquer dans cette histoire monde de ces internés, moi j'ai envie de poursuivre la question en disant qu'est-ce qu'il reste à savoir sur ces personnes. Et on a encore quelques pages blanches, donc s'il y a des jeunes ici qui veulent se lancer dans la recherche, on a tout à apprendre de ces personnes d'un point de vue individuel en fait. D'où viennent-ils ? Enfin, de quel département ? Les Espagnols, pourquoi ils se retrouvent là alors qu'ils étaient quelquefois en Bretagne ? Les Juifs, d'où viennent-ils tous ces Juifs ? Qui sont-ils ? De quel pays ? Leur nationalité ? Quel est leur statut ? Les nomades, c'est pareil, ils ne viennent pas tous du même endroit, ils viennent d'Alsace, ils viennent du Poitou. Comment ils se retrouvent là ?
Dans l'idéal, enfin, vous le savez, Marianne Petit avait aussi cette conviction à l'époque, les connaître tous individuellement, 17 500 personnes pour la période de la guerre, ça nous apprendrait encore beaucoup de choses. Donc on n'a pas la réponse complètement à votre question. Des réfugiés, des pauvres, mais bon, on ne peut pas réduire non plus ces personnes-là à ces deux aspects. Et il faut encore creuser, mais ça suppose de très très grosses recherches d'archives, des bases de données, etc. Voilà. Important, Laurent, peut-être sur le tournant aussi de 42, qu'est-ce qu'on peut... Oui, alors il y a une exposition qui était là, qui est très bien faite, et je dois dire que affiner le travail qui a été fait est assez facile parce qu'on avait un cadre. On avait un cadre et surtout un équilibre. Et ça, c'est très important, l'équilibre, parce que, on le disait, c'est sensible, chacun doit avoir sa place, chacun doit s'y trouver. Et l'équilibre était là. Et on a voulu garder le même équilibre avec ce tournant de 1942, qui sera toujours également formulé, montré. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer et qu'est-ce qu'on pouvait... Voilà, parce que Alfonso le disait, l'histoire, ça évolue, ça bouge. Et Denis Péchanski avait un thésard qui s'appelle Alexandre Doulu, qui est à ma droite, et qui a pas mal renouvelé la question des chiffres, et notamment de ce moment de l'été 42, qui était encore... il y avait encore des aspects qu'on maîtrisait mal. Et j'en parlais tout à l'heure avec Raphaël, et ça a été l'une des grandes discussions qu'on a eues, parce qu'on a eu beaucoup d'échanges, parce que là, je ne sais pas si tout le monde sait, mais on est membre du conseil scientifique, sauf toi Alex, mais tu as été partie prenante du travail d'écriture des nouveaux textes par Didier Lavru, et en fait on a beaucoup échangé, et on s'est rendu compte en échangeant que, par exemple, le point de départ, on savait qui sont les premiers arrivés au camp. Moi, je pensais que c'était des juifs polonais. Et on était convaincus que c'est... non, c'est pas des juifs polonais. C'est des Polonais catholiques de Lorraine. Un truc comme ça, on ne le savait pas. Sur l'été 42, décisif, j'ai beaucoup torturé Alexandre à propos de ces chiffres, parce qu'il nous a fait une thèse admirable sur les chiffres, mais ces chiffres, on peut constamment encore les interroger. Et aujourd'hui, on peut dissocier de manière très claire les deux moments de l'été 42 du camp de Rivesaltes. Le camp de Rivesaltes a été un lieu de centre régional. Donc il y a la grande rafle du 26 août 42, centre régional. Et après, il y a une deuxième étape. Et cette deuxième étape, en fait, Rivesaltes n'est pas le Drancy de la zone libre. Voilà, là, on abandonne cette notion-là, on en parlait tout à l'heure. C'est en fait un centre de triage. Et en fait, ce sont des populations que le chef de la police de Vichy, René Bousquet, avait gardé sous le coude au cas où. Et comme il y a eu la protestation des évêques, ces gens qu'il avait gardés sous le coude, il a été obligé de les laisser partir. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui sont... Parce qu'on ne comprenait pas pourquoi autant de gens ont pu sortir. Ce n'est pas que parce que... Et oui, ça a joué, des associations, des responsables qui parfois ferment les yeux, mais ça n'explique pas ce taux incroyable qui ressortait du travail d'Alexandre. 72% des gens qui sortent. Il y a un truc qui... Et c'est ça l'explication, tout simplement. C'est que Bousquet en est resté à ses critères et que, comme il y a eu protestation des évêques, il a laissé partir des gens. C'est dingue, on ne savait pas ça. Voilà, donc il y a des choses comme ça qu'on apprend et qu'on intègre. Et Fatima pourrait parler de cette circulaire qu'elle a trouvée qui montre qu'on a gardé, qu'il y avait un contrôle des harkis qui ne pouvaient pas sortir librement. C'est plein de petites choses comme ça. La sémantique. Donc on s'est vraiment beaucoup focalisé sur affiner les chiffres, affiner la sémantique. Alexandre me disait hier au téléphone, on ne dit plus tzigane, on dit nomade. C'est des choses comme ça qui ont bougé. En fait, j'ai fait ma conclusion déjà. Alors, qu'en est-il pour l'Algérie ? Ce lieu, Laurent a évoqué effectivement l'été 42, mais c'est un lieu, Rivesaltes, éminemment lié aussi à l'histoire de la décolonisation. Raphaël. Pardon. Merci Céline. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui en 2025 Du côté de cette table, il y a donc des femmes, et c'est là aussi l'Algérie.
Donc moi, je vais être chargée simplement de vous parler un peu de manière générale, hein, en fait, du projet. Simplement, moi, je viens pas du tout d'une historiographie précise des harkis. Donc, c'est plutôt l'idée d'intégrer l'histoire du camp, dans une histoire globale de l'empire colonial français aussi, et de l'histoire de la décolonisation, qui se trouve être une histoire des guerres, pour ce qui nous intéresse essentiellement ici, de 1939 aux années 1960, des guerres et des sorties de guerre. C'est comme ça qu'on croise l'histoire coloniale. Et puis en fait, quand on regarde les individus, on la croise aussi plus spécifiquement sur des questions de statut. Et donc je voudrais aussi dire un mot de ça. Et ce qui me frappe en vous écoutant tous, et puis en étant membre du conseil scientifique, bien sûr, c'est qu'en fait, on a les mêmes questions, quelles que soient les périodes. Alors, il y a des spécificités de l'histoire coloniale et décoloniale, bien sûr, mais en fait, on a les mêmes questions et on a aussi les mêmes évolutions historiographiques. C'est presque rassurant, rafraîchissant. Alors, il y a des variables, hein, il y a des avancées. On est plus avancé dans certains champs que dans d'autres, mais voilà, ce que je vais vous dire sur l'histoire de la guerre d'indépendance algérienne est pas très différent. Donc, on a une question de vocabulaire qui est fondamentale, c'est-à-dire que le vocabulaire des sources n'est pas le vocabulaire des historiens, ça c'est la base, mais n'est pas forcément celui que peuvent facilement, immédiatement comprendre les publics, et en particulier les plus jeunes. Donc on doit réfléchir à traduire, pour que ce soit le plus juste possible, des mots qui pourraient sinon avoir des sens et des ambiguïtés dans leur sens. Par exemple, le mot « européen » pour désigner les Français d'Algérie, qui est l'expression en partie des sources de l'époque. Européen. Aujourd'hui, on a entendu l'hymne à la joie, c'est autre chose. Donc on ne peut plus l'utiliser sans beaucoup de définitions, donc on essaye plutôt de le traduire. Le mot musulman, évidemment aussi, qui en Algérie coloniale désigne un statut et non pas une religion, ne peut pas être mis comme ça, sinon on ouvre la porte à des problèmes et des mésinterprétations. Un autre élément aussi, c'est la sensibilité récente de l'historiographie aux questions de circulation. Circulation des hommes, circulation des idées, circulation des territoires. Et là, Rivesaltes est extraordinaire pour ça, parce que vraiment, sur la question en particulier des militaires coloniaux, ils sont passés à Rivesaltes de 1939 aux années 60 avec toutes sortes de statuts et en croisant toutes sortes de moments de l'histoire de l'Empire français, de soldats colonisés, mobilisés, à soldats sans comment dire ça, j'allais dire sans pays, pas exactement, mais enfin les Guinéens de l'armée française qui se retrouvent toujours attachés à la Guinée, mais quand la Guinée devient indépendante, que sont-ils, hein? Donc ils se retrouvent là. Et puis évidemment les anciens harkis dont je reparlerai. Donc on a une histoire des circulations, une histoire des hommes qui circulent, des hommes essentiellement, mais pas que, puisque c'est la deuxième dimension, c'est l'importance du genre, ça, la montée en puissance du genre dans l'historiographie, de l'histoire des femmes, donc du genre des femmes en relation avec les hommes, et de l'histoire des enfants, et donc une histoire à hauteur d'enfants en particulier. Et pour la question des anciens harkis, c'est particulièrement important. Essayer de raconter cette histoire aussi en essayant de retrouver le point de vue des enfants, ceux qui posent des problèmes de source, évidemment, classiquement, et d'où la richesse, évidemment, des témoignages et des témoins qui jusqu'à aujourd'hui, acceptent de raconter leur expérience. Et donc ça aussi, on a aussi essayé de leur donner une place. Donc on parle des femmes, on parle des enfants aussi pour cette partie de l'histoire. Et je finirai en disant une autre évidence qui s'est imposée depuis une vingtaine d'années en France et dans l'historiographie, c'est l'importance des réflexions sur les héritages coloniaux, la continuité ou la discontinuité sur un certain nombre de points, et en particulier sur les questions de discrimination. Donc la question des statuts, qu'est-ce que c'est qu'être un national, un Français? J'ai parlé des Guinéens tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça évolue au cours du temps? Qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen ou une citoyenne? Et donc le mémorial permet aussi de poser ces questions, de présenter l'importance de leur historicité, c'est-à-dire leur évolution, du point de vue de l'État, mais aussi du point de vue des individus qui, par exemple, pour les harkis, ont dû faire une demande pour rester français, redevenir français, ce qui est un peu particulier dans cette histoire, avec un mot qu'on n'emploiera pas parce qu'il est incompréhensible, la déclaration recognitive. Mais voilà, en fait, c'était ça, cette question, c'est que sont-ils? Quel drapeau on leur met dessus? Quelle citoyenneté? Et donc, on essaye de poser aussi ces questions. Pardon. Magnifique, ça permet de glisser justement et de donner la parole à Fatima Besnasi-Lankou, parce que cette focale autour de la population harki et de leurs descendants est fondamentale ici, à Rivesaltes, plus de 22 000
qui sont passés ici au camp de Rivesaltes. Que pouvons-nous en dire aujourd'hui, en 2025 ? Alors, comme Raphaël, donc ma collègue, elle a planté le décor, donc je vais essayer d'être plutôt dans le concret, dans ce que le conseil scientifique a apporté, si vous voulez bien. Effectivement, je voulais commencer par les 22 000 personnes, mais tu l'as dit, Céline, ce qui fait que ce lieu est le lieu le plus emblématique de la communauté harkie. 22 000, c'est plus de la moitié de la population ramenée par les militaires, puisqu'on parle de 43 à 44 000 personnes. Donc voilà, on est à plus de la moitié. Ceci dit, oui, donc emblématique, ça m'amène tout à l'heure dans le témoignage d'Ali Amran, qui disait être arrivé en septembre 1962, enfin sa famille était arrivée parce qu'il n'était pas encore né, me rappelle que dans les travaux de mémoire, je laisse pour l'instant l'histoire, nous a amené à prendre conscience que ces familles n'arrivaient pas forcément d'Algérie. Et souvent, lorsqu'on en parle, on dit oui, ils sont arrivés à Port-Vendre et ensuite des camions les ont ramenés ici. Non, les premiers ont été ramenés de d'autres camps qu'il fallait fermer dans l'urgence parce qu'ils se trouvaient dans des régions froides, au Larzac notamment, et à Bourg-Lastic, dans le Puy-de-Dôme. Donc il était urgent, puisque dans le Puy-de-Dôme, des enfants commençaient à décéder. D'ailleurs, il y a aussi un petit cimetière entretenu par des militaires donc sur place. Donc voilà, ça fait partie effectivement au fil des années des travaux pour effectivement avancer dans l'histoire et la mémoire des harkis. Alors, j'ai pris quelques notes pour ne pas vous perdre et puis pour qu'on sorte de là avant minuit. Donc, je vais être assez concrète. Donc, la question étant effectivement particulièrement vaste, j'ai fait le choix d'en aborder les enjeux de manière concrète à travers quelques exemples au sujet de la question donc harki, puisque c'est la partie, disons, que je tends à mieux maîtriser. Alors, tout à l'heure, Laurent, tu disais effectivement, tu as parlé d'un document donc, que j'ai retrouvé dans les archives. Voilà. Mais avant d'en parler, je voulais dire que dans l'exposition qui existe depuis 10 ans, il y a bien évidemment énormément d'informations, énormément de documents. Là, on ne fait que compléter, bien évidemment. Et dans les documents déjà exposés, donc, il y a donc des témoignages effectivement de souffrances, notamment durant l'hiver 1962-1963, parce que les familles étaient entassées sous des tentes où le vent s'engouffrait donc très facilement. Ça, c'est ce qui existe et des documents effectivement accessibles. Alors, donc, je ne sais plus qui a parlé de mécanisme de contrôle. C'est Alphonse. Oui. Voilà. Et ça a fait écho, effectivement, justement, au document dont a parlé notre président du conseil scientifique. Il y a un document qui montre que, effectivement, les harkis, on le sait maintenant, ils n'étaient pas internés. Et souvent, on nous pose la question, est-ce que les harkis étaient enfermés ? Ça, la réponse est non. Pas enfermés administrativement, il n'y a aucun document. Sauf que, dans les faits, il y avait un contrôle. Et ce document, c'est une lettre écrite par le Premier ministre, Georges Pompidou, au ministre des Armées, lui disant qu'il ne faut les laisser sortir que pour des raisons sérieuses. Ce n'étaient pas des prisonniers, mais il fallait les surveiller. Donc les allées et venues étaient contrôlées. Ça, c'est et on le sait aussi par d'autres archives que la presse n'a pas été autorisée donc à entrer dans l'enceinte du camp durant au moins les premières semaines, voire les premiers mois.
Voilà, c'est une chose. Et il y a une réflexion qu'on a eue ensemble sur la terminologie des termes employés, de certains termes employés, notamment celui de supplétif. Alors, supplétif, auxiliaire de l'armée ou militaire, de plus en plus de descendants parlent de soldats ou de militaires. Donc, bien évidemment, le mémorial est à l'écoute de ses descendants, est en dialogue, pas permanent, mais presque, Céline. Et ce mot supplétif qui est dévoyé, qui est déformé, parfois utilisé de manière péjorative. Donc, ce débat a été conduit au sein du conseil scientifique afin de déterminer les usages les plus justes possibles. Cet exemple donc illustre la volonté du mémorial d'être à l'écoute des personnes en demande, parce que le mémorial est vivant. Donc c'est l'occasion aussi de rappeler que ce qui est vivant, c'est de discuter pour avancer. Alors, j'ai un autre point, c'est la question de la place des harkis, face à la pluralité des mémoires. Alors, est-ce que récemment, il y a eu une polémique ? Un député est venu au mémorial disant qu'il s'est fait filmer pour dire que les harkis n'avaient pas une juste place ou qu'ils n'avaient pas de place du tout, d'ailleurs, me semble-t-il. Voilà. Alors, bien évidemment, il n'y a aucune hiérarchisation des souffrances ou autres au mémorial. Sinon, je ne serais pas rentrée parce que moi-même, je fais partie de ce groupe. Alors, c'est difficile pour moi de le dire, mais tout à l'heure, on en a parlé avec Alphonse. Dans le conseil scientifique, je suis membre du conseil scientifique, mais une ancienne du camp de Rivesaltes. Donc, si j'avais senti le moindre problème, je pense que je n'aurais pas pu rester. Voilà, ça c'est un témoignage personnel. Et on le voit dans l'exposition passée, mais dans l'exposition à venir, chaque période concernée, des témoignages oraux, des objets personnels, des archives familiales et des voix des témoins demeurent au cœur du récit, constituant autant de vecteurs essentiels de transmission et de compréhension. Et ça pour toutes les périodes. Alors, au sujet de la hiérarchisation des souffrances, je voudrais vous citer quelque chose que j'ai lu il y a 2 jours. C'est Carole Delga, la présidente du mémorial, qui rappelle qu'aucune mémoire n'est au-dessus d'une autre et aucune ne doit être dénigrée. Je crois qu'elle résume un petit peu tout ça et c'est aussi une réponse à une attaque effectivement du mémorial. Alors, je voudrais rajouter quelque chose d'autre. Dire que le site du camp constitue en lui-même une archive. Voilà. Les bâtiments transformés au fil du temps emportent aussi la mémoire. Et au sujet des harkis, on peut, en déambulant autour du mémorial, donc à l'extérieur, on peut deviner les baraquements où il y a eu des familles de harkis, puisqu'il y a des ouvertures latérales de ces bâtiments. Voilà, je crois que j'ai dépassé le temps imparti. Je suis désolée. On va donner la parole au président du conseil scientifique avant que je conclue cette journée anniversaire. Non, on avait dit qu'on finissait à 45, il est 45. Non, mais juste pour dire qu'effectivement, tu as fait allusion à certains épisodes. Denis aussi en parlait tout à l'heure. Il y a un rapport de plus en plus émotionnel à la mémoire et aux mémoires. Et c'est vrai que la seule réponse que nous, on a, la seule chose qu'on peut faire, c'est rester
dans notre couleur de nage, qui est celle de l'exactitude historique. Merci pour cette table ronde exigeante, d'une rare clarté. Merci à toutes et tous. Pour moi, cette table, ce soir, elle souligne à la fois la vitalité de ce lieu, à la fois la rigueur de notre politique scientifique. Et si nous voulons cette recherche en mouvement, c'est pour faire progresser la connaissance, pour que ne retombe jamais la poussière du temps, ni la chape de l'indifférence, qui relativise aussi tout. Robert Badinter, dans son discours prononcé ici, sur le territoire, en 2006, nous avait laissé une feuille de route extrêmement claire. Faire de ce lieu un rempart contre l'oubli, un espace où la mémoire se conjugue au présent. Je crois qu'aujourd'hui, le mémorial est au rendez-vous de cette promesse, grâce à ses fondateurs, grâce à ses parrains, ses marraines, grâce à ses équipes, grâce à vous, toutes et tous, citoyens, partenaires, témoins, chercheurs, qui finalement faites vivre ce lieu chaque jour. Cette réussite, aujourd'hui, c'est la vôtre, c'est la nôtre, c'est celle d'un territoire courageux qui ose regarder son passé pour affronter l'avenir. Les défis sont immenses, mais nous les aborderons avec confiance, confiance dans la connaissance. Je crois que les collègues du Conseil scientifique viennent d'en faire la démonstration, avec rigueur, à la fois dans les arts, à la fois dans la culture et dans tout ce qui fonde finalement notre humanité. Et dans un instant, cette humanité, elle va prendre la forme d'un concert, un feu d'artifice des mémoires qu'a abrité le camp, de ces mémoires mêlées, pour allumer les 10 bougies du mémorial du camp de Rivesaltes, des bougies qu'il ne faudra pas souffler, mais dont nous devons entretenir ensemble le feu pour les décennies à venir. Merci. أويني خاقلوا لذا أويني خاقلوا لذا يبغى دمايا خاق يرنا يشتاق يا ليس القبايل يا لا لا ويا لا 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 غاتي حزاينا تسكرينا تدي تحبين نسولك ودنيا يا لا لا ويا لا 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 شو عرف لك كنت تغني نسى الصوت الحنين دي العالم الكلية ما دويدي تكرمت مسكين وري يسعي يا حنين حاشا سوى النسمة يزرع ما دويدي تكرمت مسكين وري يسعي يا حنين حاشا سوى النسمة يزرع يا لا لا ويا لا 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 غادي حذاينا تسكرين
هاتي دي تحبين سولك ودنيا يا لا لا ويا لا 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 شو عرف اللي كنت تغنين صوت الحنين ذي العالم الكلية مدويدي تكره انت مسكين وري يسعي على حنين حشاش والنسمة يزرع مدويدي تكره انت مسكين وري يسعي على حنين حشاش والنسمة يزرع يا لا لا ويا لا 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 كل يوت يشبح اسمي السفر انتي مولاني تطمر لينا بالانهضرة يا لا لا ويا لا 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 في التابر كانت تنحار دبولة نجار سركب العشق اشتي ماليسا العشق التلاسية وعارية سارقني البحر ضاع الجبال اسمرة العشق التلاسية وعارية سارقني البحر ضاع الجبال اسمرة يا لا لا ويا لا 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 يا لا لا ويا لا لا لا. Merci. En Afrique. Africa. Africa, 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 Africa. Terreno de cultura y tanta tribu y tanto arte, inventores de la percusión. Pipi, popo, por mascota tengo un león, paisaje con alta definición.
أفريكاني مزيغ أفريكا 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 تينو مزيغ أفريكا أفريكا المسنسن أفريكا 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 يوغرثن أفريكا عوداسا أفريكا مزيغ أفريكا أفريكا تينو مزيغ أفريكا أفريكا المسنسن أفريكا 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 يوغرثن أفريكا. Me dice a mí la gente que han venido hace 2 días a destruir la tierra, a destruir la vida. Mensaje de hipocresía, mensaje de ironía. Uno para todo y todo para mí. أفريكا مزيغ أفريكا 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 تينو مزيغ أفريكا أفريكا مسنسن أفريكا أفريكا يوغرثن أفريكا أفريكا مزيغ أفريكا 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 تينو مزيغ أفريكا أفريكا المسنسن أفريكا أفريكا يوغرثن أفريكا. هوات ساون زعزي ديفكان ملميغس يهوى ديكان وياض وريا جامكان يصبح زكي بدس حمدار ميديوك يقسعني سركان دورو دورو ارتدي الساقور عميديو سيغساني سركان دورو ارتدي الساقور. أفريكا مزيغ أفريكا أفريكا تينو مزيغ أفريكا أفريكا المسنسن أفريكا أفريكا يوغرثن أفريكا أفريكا مزيغ أفريكا 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 تينو مزيغ أفريكا أفريكا يوغرثن أفريكا أفريكا يوغرثن أفريكا أفريكا مزيغ أفريكا أفريكا تينو مزيغ أفريكا أفريكا مسنسن أفريكا أفريكا يوغرثن أفريكا 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 تينو مزيغ أفريكا تينو مزيغ أفريكا تينو مزيغ أفريكا أفريكا تينو مزيغ أفريكا أفريكا أنا بس أفريكا أفريكا عاد روحها أفريكا أفريكا نبغى أفريكا África, África, me voy para África, Que yo me voy, yo me voy. África, 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 me voy para África, vámonos, África, África, Vámonos. África, me voy para África. Merci, merci. Merci.